commencer. Bonjour, bienvenue à cet atelier Eco1, donc à ce Big 2023. Je suis très heureux de vous accueillir. Je suis Lionel Chen, le directeur des systèmes d'information de BPI France pour cet atelier sur l'IA générative. L'IA générative, on a nommé l'atelier donc immenses promesses et grands défis. Donc voilà. Vous entendez pas? Il y a un problème de retour de son? Pour ceux qui sont dans la salle, scannez le QR code avec vos écouteurs, hein, sinon ça va être assez difficile. Et peut-être qu'il faut peut-être un peu monter le son, donc apparemment, si c'est possible. Donc voilà, grand défi donc, pour tous autour de cette IA générative. Il y a un an à peu près, apparaissait l'IA générative pour le grand public. Donc voilà, on est quasiment un an jour pour jour après. Donc est-ce qu'on est dans un grand momentum? C'est quelque chose qu'on va pouvoir débattre et discuter avec un panel, je dirais, de haut vol que je remercie donc d'être là. Donc je vais vous présenter donc Isabelle. Donc Isabelle en charge de Prairie. Donc, tu reviendras peut-être si tu veux sur ce sujet-là. Donc, Isabelle Ril, qui est présidente de Prairie, donc professeure à l'INRIA et qui représente, je dirais, qui peut parler effectivement sur la partie recherche. Et on l'en remercie donc d'être parmi nous aujourd'hui. Gilles Babinet, donc multi-entrepreneur, membre du Conseil national du numérique, donc voilà, professeur. Tu reviendras aussi sur des éléments que tu veux compléter donc, sur cette présentation. Donc on a Vincent donc, qui nous fait l'honneur d'être là avec nous du cabinet Artefact, qui est spécialiste de la data, de l'IA, qui met ça au service des entrepreneurs, puisque un des objectifs que nous avons à partager aujourd'hui, c'est cette IA générative qui est là maintenant. Qu'est-ce que vont en faire les entrepreneurs? Comment transformer ça en valeur et comment partager autour de ces sujets-là? Un quatrième invité nous rejoindra. Il s'est sans doute un peu égaré dans l'immense stand. C'est Arthur Munch, qui est le CEO cofondateur de Mistral. Donc Mistral qui développe des LLM made in France, on va dire, ou made in Europe. Voilà, et qui aura la joie de nous rejoindre. Voilà. On a prévu 3 grands sujets, c'est bien partager ce momentum de l'IA, donc dire pourquoi c'est maintenant que ça se passe, vous convaincre qu'il y a quand même quelque chose qui se passe de significatif dans notre écosystème, donc voilà, de mieux comprendre ce qui se passe, donc c'est à peu près la première partie. On essaiera de après mieux comprendre qu'est-ce que c'est finalement cette IA générative, parce que vous savez que l'IA, il y en avait plein, hein, donc il y en a encore plein aujourd'hui, elles ne sont pas mortes d'ailleurs, donc grosso modo l'IA générative c'est un élément supplémentaire de cette révolution de l'intelligence artificielle. Et donc à la fin, on tirera un certain nombre de mises en œuvre et de voir comment le mettre en œuvre au niveau des entreprises. Voilà un petit peu le programme qu'on vous propose. J'irai dans cette heure et plein de questions à la fin. Donc on aura quelques minutes pour aussi partager autour de ce sujet-là. Donc sans plus attendre, je vais donner la parole à nos invités et je vais leur laisser, je dirais, la place. Et donc, premier type de question, effectivement, ce momentum, qu'est-ce que c'est cette IA générative? Peut-être de vous donner la parole donc, à Isabelle, par exemple, cette IA générative, qu'est-ce que c'est et comment tu perçois ces éléments-là? Qu'est-ce que tu peux nous partager sur cette IA générative, nouvelle génération? Merci beaucoup. Bonjour à tous et puis merci d'être là aujourd'hui pour nous écouter et partager ça avec nous. Alors l'IA générative, donc moi, comme ça a été présenté, je représente... Et là, ça marche? D'accord, c'est celui qui va. Donc, je disais bonjour, merci à tous d'être là, puis merci pour l'invitation. Donc, comme il a été dit en introduction, moi je représente plutôt le côté recherche, le côté recherche académique, même si on travaille énormément avec les entreprises petites et grandes. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'IA générative? Du côté des chercheurs, les grands modèles de langue, quand ChatGPT est sorti, ça n'était pas une surprise. C'est la continuité de travaux de recherche qui ont été lancés depuis quelques années
et qui ont évolué un peu à la fois. Et on s'attendait à des modèles plus grands, plus puissants, plus performants dans une lignée de progression. Je pense que la vraie chose qui a fait la différence, c'est l'interface de dialogue et c'est le coup de génie d'OpenAI de mettre ça d'un seul coup dans les mains du grand public. Donc avec un investissement manifestement qui a été massif pour rendre l'interface très facile à utiliser par le grand public et qui a d'un seul coup bouleversé l'ensemble des citoyens, petits et grands, qui se sont retrouvés avec cet outil magique d'un seul coup qui découvrait quasiment abouti, puisqu'il y a encore, il y a quand même encore des améliorations, mais il était déjà très, très, très bien. Et donc ça fait, je pense, un effet magique. C'est un investissement d'ingénierie, c'est un investissement de traitement des données, c'est un investissement d'entraînement de l'interface de dialogue qui a permis vraiment d'avoir un effet waouh et d'avoir un choc un peu sur l'ensemble de la planète. Encore une fois, d'un point de vue recherche, ce n'était pas forcément une très très grande surprise, même si c'est très abouti et que c'est un très gros travail d'ingénierie auquel il est difficile de s'attaquer maintenant, puisqu'il y a aussi évidemment un problème de possession des données et puis d'entraînement des modèles un peu à la fois. Je ne sais pas si vous voulez que j'aille plus techniquement. Oui, ouais, si je peux beaucoup. Est-ce que vous m'entendez avec ce micro? D'accord. Alors peut-être pour apporter quelques complémentarités. Donc moi, je représente plutôt le point de vue des utilisateurs. Hein. Donc nous, Artefact, on vient déployer ces technologies pour les grands groupes et pour les entreprises. Donc on fait de l'IA depuis une dizaine d'années. Selon mon point de vue, il y a les deux grosses différences majeures qu'on a vues avec l'IA générative. Alors la première, c'est que ces IA génèrent de la donnée. En fait, on est habitué, nous, à traiter de la donnée pour faire de la prédiction, de l'optimisation, des prévisions. Et c'est la première fois on peut en fait générer des nouvelles données, donc plutôt de la créativité, là où avant, on allait plutôt faire de l'analyse. Donc c'est un point qui, à mon sens, est très significativement différent. Le deuxième point, d'un point de vue utilisateur, si je prends une application grand public, allez, on va prendre l'exemple d'Uber Eats, on va avoir une dizaine, une vingtaine d'algorithmes qui vont fonctionner pour faire la recommandation de produits, pour optimiser le temps de livraison, prévoir le temps de livraison, prévoir des points potentiellement s'il y a un système de récompense. Tous ces algorithmes font ça en background dans l'application et quelque part c'est assez neutre pour les utilisateurs. Je pense que pour la première fois, on a aussi, ce que tu disais Isabelle, hein, on est aussi confronté à l'intelligence artificielle, mais directement. L'intelligence artificielle, c'est pas nouveau. Ce concept a été, peut-être qu'on reviendra dessus, mais a été créé dans les années 50. Mais c'est vraiment la première fois qu'on peut vraiment le toucher du doigt, avec un point de vue produit, interface, utilisateur. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Je vais prendre le micro donc, à Arthur. Donc, merci de nous avoir rejoints. Donc là, d'ailleurs, peut-être la prochaine question, elle est pour toi, Arthur. Donc, mais comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne et ça ne fonctionnait pas avant, cette IA générative? Et tu peux effectivement te présenter. Donc, je t'ai présenté rapidement comme CEO de... Tout à fait. Donc moi, je suis le CEO de Mistral AI, qui est une entreprise qu'on a fondée il y a 5 mois, qui fait les modèles de langage et qui le fait depuis une plateforme européenne. Alors comment ça marche? Ça s'est pas mis à marcher brutalement. L'IA générative s'est mis à marcher plutôt vers 2013, si on remonte un peu la généalogie, avec des premières générations d'images. À l'époque, ça s'appelait des variational auto-encoders. À l'époque, c'était entraîné sur... ça utilisait une certaine quantité de calcul pendant l'entraînement, avec un certain nombre de données. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre 2013 et 2023, on a pris, je pense, entre 5 et 6 ordres de grandeur. C'est-à-dire entre 100 000 et 1 million de fois plus de calcul. Donc, pour donner les ordres de grandeur, les modèles les plus gros aujourd'hui à entraîner, ça coûte une centaine de millions d'euros. En 2013, ça coûtait à peu près 100 euros. Ça coûterait 100 euros d'entraîner les meilleurs modèles de 2013. Bon, évidemment, à l'époque, ça coûtait plus cher. C'est pour ça qu'il y a eu cette progression. Mais essentiellement, on a vu plus de données, plus de capacité d'entraînement. Et très concrètement, comment ça fonctionne. Donc moi, je peux parler pour le texte, parce que c'est là-dessus qu'on travaille. Mais en fait, on prend un peu toutes les données qu'on peut trouver sur le web ouvert, sur les sources ouvertes. Et on va demander au modèle de prédire, à partir du début d'une phrase, la suite de la phrase, le mot qui suit. Et en faisant ça, avec les architectures qu'on a conçues, essentiellement c'est des variantes de ce qui s'appelle un transformer, qui est un truc qui a été inventé en 2017, mais qui est, pareil, il y a une généalogie qui remonte plus loin que ça.
Donc ce transformer-là, il va un peu retenir des informations, apprendre des manières de raisonner. Et si on fait ça suffisamment longtemps et avec suffisamment de données, donc là on parle vraiment de milliers de milliards de mots, et on parle de modèles qui font des centaines de milliards de paramètres. Et donc si on fait ça sur ces échelles-là, on finit par avoir des prédicteurs qui raisonnent, qui sont créatifs, qui interpellent la connaissance, qui peuvent retrouver de la connaissance qu'ils ont mémorisée pendant l'entraînement. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Vraiment, c'est une histoire d'ordre de grandeur. C'est-à-dire que la méthode, c'est toujours la même. La modélisation autorégressive, on sait faire depuis 2000. Mais simplement, on est sur des ordres de grandeur qui sont significativement plus grands. Et peut-être à garder en tête, on n'est pas juste sur une loi de Moore, on est au-delà d'une loi de Moore. La loi de Moore, elle amène la capacité de calcul à peu près plus 30% en coût en moins tous les 2 ans. Aujourd'hui, en fait, on a aussi amélioré les méthodes d'entraînement. C'est une des choses qu'on fait bien à Mistral AI en particulier, mais on a aussi amélioré l'efficacité des méthodes d'entraînement, la qualité des données, ce qui fait que, en fait, on est plutôt sur une courbe qui dépasse la loi de Moore, qui va plus vite que la loi de Moore. Donc on voit que tu le disais, donc l'importance des données d'apprentissage, donc des phases d'apprentissage. Peut-être Isabelle, est-ce qu'il y a d'autres technologies ou des éléments différenciateurs pour justement expliquer cette accélération aussi? Oui, je pense que Arthur les a déjà bien mentionnés. En fait, il y a vraiment un ordre de grandeur différent. Et il y a une chose qui a fait la différence aussi là-dedans, c'est l'apprentissage auto-supervisé. Puisqu'on a fait beaucoup de choses de classification d'images, etc., comme rappelait Vincent, avec des données annotées. Et ça a une limite. Et le fait d'avoir de l'apprentissage auto-supervisé, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin d'un humain qui annote les données, mais elles sont quand même utilisées. Donc quand on veut expliquer ça avec un exemple un peu tarte à la crème, l'idée c'est de dire dans un texte, vous cachez un mot et vous lui demandez de prédire, mais ça marche aussi sur les images. En particulier avec des vidéos, eh bien les frames d'une vidéo se suivent et donc on peut faire prédire ce qui va se passer dans la suite au programme pour l'entraîner. Et ça marche même sur des images quand on coupe des petits morceaux d'images et qu'on essaie de les corréler. Donc on a eu ça. Effectivement, comme l'a dit Arthur, les transformers qui ont aussi permis d'avoir une vision plus globale du contexte. Alors, il y a un exemple, il y a quelques années, on disait qu'une tâche qui était très difficile, c'était le résumé de texte. Parce que pour résumer un texte, c'est pas phrase par phrase, il faut avoir une compréhension globale. Et ça, aujourd'hui, ça marche très très bien. Donc on a eu une série d'améliorations comme ça, avec une accélération, une optimisation qui font qu'effectivement on a changé d'échelle. Et donc justement, ces changements d'échelle sont portés par différents acteurs. Je ne sais pas si Vincent, tu peux nous dire pour toi qui travaille au quotidien sur ces sujets-là, quels sont les acteurs principaux, quel c'est ce jeu d'acteurs-là qui produit ces LLM, ces foundation models, mais il y a peut-être tout un écosystème qui est aussi autour. Alors pour essayer de décrire de la façon la plus, on va dire, imagée possible, donc déjà il y a les modèles qu'on appelle fondationnels, ce qu'on décrit aujourd'hui, donc Mistral s'en est un. Donc c'est des très gros modèles. Arthur disait 10 millions à 100 millions d'euros. On pense qu'on va peut-être atteindre le modèle qui nécessitera 1 milliard d'euros d'entraînement, donc de plus en plus significatif, à la fois en termes de data, donc on a parlé des tokens, et à la fois en termes de GPU, c'est-à-dire la capacité, on viendra je pense sur les définitions exactes, mais sur le volume d'entraînement nécessaire. Donc ça, il y en a une grosse dizaine dans le monde, et il lève de plus en plus d'argent. On a vu Anthropic, qui est une de ces sociétés récemment, lever 4 milliards. Mistral, bon, Arthur reviendra sur sa levée, mais c'était plus de 100 millions d'euros. Voilà, donc c'est des montants significatifs. Au-dessus de ça, il y a des applications. Là, pour le coup, il y a des milliers d'applications. Il y en a des dizaines qui apparaissent chaque jour et qui, du coup, viennent quelque part distribuer la valeur de ces modèles fondationnels aux utilisateurs. On peut citer quelques exemples. Par exemple, Photoroom, c'est une société qui fait du détourage d'images, qui utilise des frameworks de production de contenu qui sont en open source. Il y a des solutions, par exemple, il y a des solutions de traduction qui apparaissent, des solutions de résumé. Donc, il y en a un certain nombre qui apparaissent chaque jour. Et après, un élément important de la chaîne de valeur, c'est le hardware. C'est aujourd'hui c'est très significatif, c'est très important. Pour entraîner ces modèles, Arthur l'a rappelé, il faut produire beaucoup de volume d'entraînement, notamment ce qu'on appelle la RAM. Il faut des calculs distribués, donc c'est des GPU, et ça coûte très cher. Le modèle de référence aujourd'hui, c'est un modèle qui est produit notamment par la société Nvidia, qui s'appelle le H100. L'unité, alors je pense que le coût baisse, mais l'unité d'un H100, c'est 35 000 euros. Il faut plusieurs, aujourd'hui, milliers
positionné qui met à disposition ses propres modèles, mais qui les utilise en interne pour ses propres applications, et qui n'a pas du tout un angle communautaire. Et c'est cet acteur-là que nous on est en train de devenir. On pense que pour des raisons de transparence, de sécurité, les modèles open source vont être une grande partie de la solution dans les années qui viennent, au fur et à mesure que le domaine se consolide. Il y aura évidemment les offres propriétaires, mais il y aura cohabitation des deux, et je pense pour les applications les plus difficiles, Non, alors avec des
des sujets qui sont est-ce qu'on est capable d'avoir la mémoire totale de ce genre de choses. On a vu qu'OpenAI annonce le lancement d'une forme de terminal dont la vocation sera probablement de concentrer la data à des fins de justement jouer ce type de compagnon. Mais ce qui est important, c'est que suivant la nature des écosystèmes qui vont être suscités et leurs caractéristiques clés, eh bien, vont émerger des acteurs qui seront amenés à être structurants dans cet écosystème. J'espère que ce sera celui d'Arthur. Mais finalement, on regarde assez peu cette architecture, mais à mon avis, elle est fondatrice. Elle est absolument essentielle. C'est-à-dire que pour ceux qui se souviennent du Web 1.0, peut-être pas beaucoup de gens, mais il y a eu quelques acteurs comme Netscape qui ont promu un certain nombre de standards, par exemple à l'époque le SSL, qui était un standard de sécurisation, et qui a été déterminant dans les 10 années qui ont suivi. Par la suite, on est passé sur d'autres standards, mais voilà, on peut dire que en faisant une sorte d'exagération, d'extension de ce qui vient d'être dit, qu'à leur époque, ils ont joué un rôle assez fondationnel. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre quelle est la nature des vecteurs, des caractéristiques clés de ce genre de choses. Et je pense qu'on peut se dire effectivement, il faut lever beaucoup d'argent pour faire du calcul, mais d'abord, on voit qu'il y a des ruptures dans les modèles de calcul. Je pense qu'Arthur pourra en parler. Et l'objectif, c'est justement d'éviter d'être dans une courbe qui est linéaire dans la façon dont ces choses se développent. Il y a le fait d'être capable de cristalliser des communautés. Les communautés, elles ont plusieurs natures. Il y a les devs purs, et donc être open source, c'est bien. Et puis, il y a aussi la structure de ce que l'on propose comme API, comme interface, comme club de fédération. On le dit pas souvent, mais avoir des plateformes comme Scikit-learn qui sont d'origine française, ça a une force de fédération qui est potentiellement importante sur ce genre de choses. Et je crois que particulièrement pour les environnements français, le fait de réfléchir comme ça reste quand même quelque chose d'assez nouveau. La très très grande force, à mon avis, de la Silicon Valley, c'est d'avoir été capable de structurer de façon un peu innée un certain nombre d'écosystèmes, à la fois autour du hardware, il y a plutôt 50-60 ans, et puis par la suite, autour de quelques briques essentielles de l'Internet. Et on voit toujours l'aspect argent qui est important, mais ces notions de fédération sont fondamentales également. Oui, alors je pense qu'en particulier sur l'open source, la fédération d'un écosystème est assez cruciale et les projets open source qui marchent bien, c'est souvent des projets qui sont soutenus par plusieurs entreprises qui ont intérêt à faire alliance. Donc je pense que dans le jeu où on est, qui est un jeu très mouvant, la notion de faire des partenariats stratégiques à travers la chaîne de valeur, c'est quelque chose qui est assez crucial, effectivement. Alors je me souviens plus quelle était la question, mais oui, je suis tout à fait d'accord que c'est une des choses que la Silicon Valley fait très bien. Et c'est une des choses qu'on s'attend à pouvoir faire en France aujourd'hui, parce qu'on a des acteurs comme Artefact qui sont positionnés, et comme un certain nombre d'entreprises qui sont plutôt sur la partie applicative. Et donc toutes ces entreprises couvrent un peu le spectre de la chaîne de valeur, et je pense qu'il y a des belles choses à faire ensemble. Donc vous l'avez évoqué, donc on peut agir sur plein de domaines, la santé, la culture, l'éducation, donc là. Mais aujourd'hui, c'est déjà disponible ou est-ce qu'il y a déjà des limites sur ces grands modèles-là? Est-ce qu'il y a on touche des limites? Et tu évoquais tout à l'heure, Gilles, des sujets d'architecture. Est-ce qu'il y a des architectures demain qui vont encore casser ces limites-là? C'est le propre peut-être de la recherche aussi. Donc là, s'il y a une question qui est ouverte à tous les quatre, ou pour en débattre, c'est est-ce qu'il y a encore des limites à casser et où est-ce qu'on les voit ces limites? Ou d'ores et déjà, maintenant on est rentré dans une phase peut-être aussi en parallèle d'implémentation déjà de ce qui est déjà disponible aujourd'hui. Je peux commencer sur l'aspect recherche un peu. J'espère bien qu'il y a encore des choses à casser, sinon on n'a plus de métier. Et en fait, sur les aspects recherche, alors il y a encore beaucoup de travaux à faire sur ces sujets-là, sur la manière dont les gens vont s'en emparer, dont les entreprises vont s'en emparer pour faire des produits, on l'a déjà évoqué. Sur la suite, on peut espérer qu'on arrête cette course au gigantisme, au plus, et que la prochaine rupture nous fasse revenir nous soit une rupture qui nous amène à un autre type de modèle, de modèle, d'algo, de quelque chose qui soit moins gigantesque en termes de données, de consommation de GPU, comme il a été mentionné, et puis d'énergie. Et donc, point de vue recherche, il y a aujourd'hui encore beaucoup de gens qui travaillent sur autre chose que l'IA générative.
et qui essaye de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre quelles sont les connexions qu'on pourrait faire avec des outils externes, quelles sont les connaissances préétablies qu'on pourrait réinjecter dans ces modèles pour leur faire gagner en termes de temps d'apprentissage. Et donc pour éviter de continuer dans cette course au toujours plus, qui va nous amener à des débordements sans nom. Quand on parle de milliards pour l'entraînement ou de quantité de GPU phénoménale, on parle aussi de ressources énergétiques. Oui, alors je pense qu'il y a beaucoup de limites encore à ces outils. Enfin, c'est pas la panacée, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je dois faire une addition, j'irai plutôt dans une calculatrice que demander à LLM. Il y a, clairement, c'est une boîte à outils qui correspond à certains types de cas d'usage et pas d'autres. Il y a une étude qui vient de sortir avec BCG qui montre que, en fait, si on résume deux grands types de cas d'usage, ce type d'algorithme fonctionne très bien sur tout ce qui concerne la création. Donc, c'est-à-dire si je dois imaginer une histoire ou si je dois rédiger un article ou écrire un blog, ça sera super. En revanche, tout ce qui est du domaine du problem solving, c'est moins bien. Et d'ailleurs, l'étude montre que plus on utilise cet outil, moins la réponse est bonne sur la partie problem solving. Donc en fait, une des limites, je pense, c'est l'intelligence qu'ont ces outils. Si vous leur posez une question très facile, par exemple, est-ce que voilà, de quelle couleur est le ciel de manière générale quand il fait beau, ou une question très compliquée, comment résoudre le conflit en Ukraine, il y aura le même temps de réponse. Or, si on pose la question à un être humain, l'être humain va prendre plus de temps pour réfléchir à une question plus compliquée qu'une question facile. Et en fait, on voit un peu le limite de ces outils, c'est qu'en fait, ils répondent très vite. Et donc, si je réponds très vite à une question facile, ça va, mais si je ne prends pas plus de temps pour répondre à une question compliquée, ça ne va pas. Et donc, on touche un peu à une limite qui est une des composantes de l'intelligence humaine, qui est la planification. Donc, il y a des alternatives. Nous, on travaille sur un concept qui est intéressant, qui est un concept d'orchestrateur, qui vient en fait prendre le problème, le décomposer en sous-problèmes, et s'assurer qu'en fait, on fait travailler le LLM que sur des petits bouts qu'il est capable de traiter. Et du coup, on décompose, enfin, du coup, on vient remettre une partie de la difficulté sur la façon dont on décompose les problèmes. Mais voilà, je pense que d'un point de vue recherche fondamentale, comment est-ce qu'on atteint un peu les limites de l'intelligence et qu'on repousse les limites de résoudre des problèmes compliqués, ça fait encore partie, alors peut-être Arthur pourrait nous dire si ça fait partie des sujets de recherche, mais ça fait encore partie, à mon avis, des problèmes à craquer. Justement, moi je vois qu'il y a plusieurs écoles, je lis quelques articles et on dit voilà, il y a un peu l'école que j'appelle brute force, c'est-à-dire que le calcul va tout nous résoudre et on va atteindre l'intelligence générale, l'AGI, donc avec du calcul. D'autres disent au contraire, non, c'est des modèles spécifiques entraînés sur des domaines spécifiques et ça sera de l'orchestration de différents LLM qui permettront peut-être de casser les prochaines limites. Je ne sais pas ce que tu en penses, Arthur. Je pense que c'est les deux, hein. Plusieurs choses. En fait, à méthode équivalente, dépenser 10 fois plus de calcul, ça va faire un modèle qui sera meilleur. À partir du moment où on a suffisamment de données. Donc tant qu'on ne touche pas à la limite donnée on ne la touche pas avant 100 millions de dollars. Donc, en revanche, en améliorant les méthodes et en faisant par exemple du calcul adaptatif ou avec des méthodes peut-être un peu plus de planification, etc., on peut gagner des facteurs multiplicatifs en efficacité. Donc à calcul équivalent, on peut gagner un facteur 10. Mais même si on a gagné un facteur 10 à calcul équivalent, on peut toujours gagner en dépensant 10 fois plus pour continuer à améliorer le modèle. Donc il y a vraiment il y a un phénomène physique, hein, c'est des lois d'échelle qui font que si je dépense 100 millions en calcul, si je fais 10 puissance 25 flops, mon modèle il sera meilleur que si je fais 10 puissance 24 flops. Et donc il y a quand même, je pense, pas tellement de chance qu'on arrive à faire des modèles qui soient pas chers et qui soient bien. Ça n'arrivera pas avant je pense, de nombreuses années, parce qu'on n'a pas encore touché à la saturation de ces lois d'échelle. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas largement gagner sur les facteurs d'entraînement. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Vincent sur le fait qu'en particulier, un modèle, une fois qu'il est entraîné, il peut être utilisé de manière différente. Il peut être connecté, orchestré de manière différente et il peut, suivant la manière dont il est orchestré, résoudre le problème ou ne pas résoudre le problème. Donc je pense qu'on est encore même loin de savoir ce que peut résoudre un modèle frontière parce qu'on n'a pas encore fait les orchestrations suffisantes qui lui donnent toute sa puissance. Donc ça c'est un autre élément qui est
il se trouve être un élément qui n'est pas tellement contraint par le capital, parce qu'une fois qu'on a les modèles disponibles, on peut faire beaucoup d'améliorations sans dépenser beaucoup d'argent. Mais en revanche, sur la partie modèle fondationnel, l'aspect intensité en capital, il ne va pas réduire de sitôt. Donc on voit qu'il y a des limites, mais qu'on peut encore aller bien loin. Donc là, et du coup, est-ce qu'on va pouvoir reproduire l'intelligence humaine ? Donc là, ou toute une partie, ou de la simuler. Et notamment, vous avez évoqué plusieurs fois le mot de créativité. Est-ce que ces moteurs, cette intelligence artificielle, elle est créative ? Voilà. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de débats. Certains disent oui, certains disent non. Donc voilà. Gilles, je veux bien que tu nous donnes ton avis. Est-ce que c'est créatif ? Alors, j'ai pas d'avis sur AGI, sur l'intelligence absolue des machines. J'ai plutôt un avis qui serait très réservé à cet égard. Mais je dirais que j'ai plutôt un avis sur la méthode, c'est-à-dire sur le fait que si on est honnête avec l'état de l'art, on n'en sait rien en réalité. Et je m'insurge contre ceux qui prétendent qu'on va y arriver dans peu de temps, parce que en réalité, ils sortent du champ de la science et du connu et du prévisible, etc. Et je ne suis pas sûr que ce soit de nature à apaiser le débat en général. Moi, je me retrouve parfois dans des panels. Ça m'est arrivé il y a 2 semaines où le panel était centré sur la notion de conscience des machines. Je peux concevoir que ce soit un débat, mais finalement, c'est un débat pour ainsi dire une autre forme de discussion que celle que l'on peut avoir ici. Me semble-t-il, ce que l'on cherche à savoir ici, c'est concrètement où est-ce qu'on en est, quelles sont raisonnablement les attentes qu'on peut avoir à moyen terme, et finalement comment chacun peut s'armer, entre guillemets, avec ces technologies. Et je vous encourage toutes et tous à être quand même assez précautionneux lorsque ce débat est mis sur la table, parce que je ne vois que des gens qui ressortent de ce type de débat plutôt plus inquiets et plus incertains qu'ils ne l'étaient avant le débat. En tout cas, c'est ma posture, je ne sais pas si elle est partagée, mais je dirais que j'ai une once d'agacement quand ce sujet survient. Super. D'autres actions ? Vous êtes aussi assez agacé par Oui, alors en fait, je pense qu'effectivement, il y a un petit peu d'hystérisation du débat sur le sujet de est-ce que c'est dangereux, est-ce qu'il va y avoir un avènement d'une intelligence artificielle générale. C'est un peu une hystérisation qui est un peu voulue, je pense, par certains acteurs américains qui bénéficient de ça pour faire un peu de diversion sur des dynamiques de monopole qui sont en train de se mettre en place. Donc je pense qu'il faut être assez méfiant de ça. Il faut aussi être conscient que c'est des technologies dont les utilisations sont potentiellement dangereuses. A priori, ça permet de générer beaucoup de contenu. Donc, dans les cas où générer du contenu peut avoir une influence sur le monde, ce qui est le cas lors d'élections présidentielles, par exemple, il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre dans les prochaines élections à ce que les bots, à ce que les armées de trolls soient plus équipées qu'aux élections précédentes. Ça veut aussi dire qu'il faut mettre en place des systèmes de modération plus performants. Alors par chance, les modèles de langage sont aussi très bons pour faire de la modération. C'est-à-dire que si on leur demande de dire est-ce que ce contenu-là est vrai, est-ce qu'il a quelque chose d'un peu louche dedans, ils sont assez bons pour le détecter. Donc les mêmes outils peuvent faire le mal et le bien. Je pense qu'on est très loin de l'intelligence artificielle et de la conscience des machines. Je pense que le débat c'est très peu nécessaire de parler de ça. Mais en revanche, il y a des questions beaucoup plus urgentes à régler. Justement, et effectivement, on va revenir plus sur les aspects usage et opération. Aujourd'hui, on espère, ou je vous pose la question, est-ce que ça va nous aider à automatiser, à améliorer un certain nombre d'actions et de tâches de travail ? Parce qu'on va plutôt switcher sur la troisième partie, c'est pour nous les entrepreneurs, pour les entrepreneurs qui sont là dans la salle, qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce que ce mot-là, automatisation, n'a pas encore été évoqué ? Est-ce que c'est un sujet qui est effectivement l'avenir de cette IA générative ? Peut-être Gilles et après Vincent. Alors le sujet est passionnant, d'autant quand vous faites ça, vous l'approchez du point de vue de l'économétrie, c'est-à-dire de l'impact de la technologie sur la productivité. Peut-être le savez-vous, mais l'impact de tout Internet, de toutes ces technologies, il est à peu près neutre sur la productivité. C'est-à-dire toutes les études sont consensuelles à cet égard. On n'a pas de croissance de la productivité du fait de cette technologie. Et c'est une très grande déception. On a observé ça pendant 3 ans, en gros entre 96 et 99. Et depuis, les études sont assez décevantes à cet égard. Et
là, on a une technologie qui est intéressante parce qu'elle est capable de s'adapter à des environnements qui sont non discrets, qui sont non prédictifs. Et c'est quand même la majorité des événements sur lesquels on est confronté. Et donc il y a une vraie espérance que l'on trouve des gains de productivité. Moi, je suis parmi ceux qui croient que ces gains sont monumentaux, sont très importants et qui ne sont pas encore manifestés. Et je crois que c'est important de comprendre que les économistes et les gens qui ont travaillé sur l'histoire de la productivité nous disent en fait, ce n'est pas la technique qui fait la productivité, c'est son contexte. Entre l'invention du moteur à explosion en 1857 et la Ford T, il se passe 50 ans. Et en fait, quand on prend les grandes technologies, on retrouve ça de façon... alors, ce n'est pas toujours 50 ans, c'est parfois plus court, mais parfois plus long. Et plus la technologie est systémique, plus ces cas d'application sont transversaux, plus c'est difficile parce qu'il faut avoir des préconditions qui sont assez nombreuses, qu'il faut qu'il y ait une culture commune de ce que l'on peut faire, qu'il y ait une expertise métier d'application dans de nombreux cas. Et finalement, la mission à laquelle Arthur, Isabelle et moi on appartient, qui a été créée par la Première ministre à cet égard, c'est précisément ça, c'est de se dire comment on fait pour éviter que finalement on vive cette fatalité et on essaie d'accélérer et on fasse en sorte que l'intégration dans le monde commun, aussi bien la branche sociale, les activités publiques et puis le monde productif s'empare de ce genre de choses. Mais ce que l'on voit, et ça c'est assez intéressant, c'est qu'en microéconomie, on mesure déjà des gains de productivité qui sont monumentaux. C'est-à-dire que c'était le cas aussi avec Internet, mais là c'est très soudain. C'est-à-dire qu'on a vu des cas, il y a 3-4 cas qui sont documentés aux États-Unis, notamment sur des systèmes de BPO, c'est-à-dire de gestion de processus, par exemple dans les remboursements de frais d'assurance de santé, où les gains de productivité sont facteur 7, 8, 9 à l'échelle du processus qui est capable de faire ce genre de choses. Donc ça va se démultiplier. Et le sujet, je crois, c'est vraiment d'avoir des sous-jacents sociaux, c'est-à-dire une acceptation qui est forte dans les sociétés. Sociétés qui essaient de se protéger de la technologie. C'est arrivé tout au long de l'histoire économique des 2 derniers siècles. C'est généralement des phases de déclassement pour différentes raisons. Il faut absolument éviter de se retrouver dans cette configuration. Vincent, ta vision sur cette automatisation Ouais, alors pour rebondir sur ce qui a été dit, je pense qu'il faut être très prudent. Moi je suis d'avis de prendre un peu de recul avant de se positionner. Aujourd'hui, si je lis la presse, il y a autant d'articles qui disent que ça va être le boom de la productivité des entreprises. Et après, l'article d'à côté dit telle et telle société vient de licencier un certain nombre de gens à cause de l'intelligence artificielle. Donc je pense qu'il faut être très prudent là-dessus. Alors il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. Alors, pour déployer de l'IA dans les entreprises, ce qui est sûr, c'est comme Gilles l'a rappelé, d'un point de vue microéconomique, quand on installe de l'IA dans une entreprise, et en particulier l'IA générative, il y a des gains de productivité. Après, c'est l'entreprise qui est un acteur indépendant de décider ce qu'elle fait de ces gains de productivité. Certaines entreprises vont décider, parce que c'est la situation économique qui l'impose, de faire des réductions de coûts. Ça, ce n'est pas l'IA qui l'a inventé. À chaque nouvelle évolution technologique, si on peut réduire les coûts et que le contexte le permet, on le fait. D'autres entreprises vont être dans un contexte de croissance. C'est mon cas, par exemple. Moi, j'ai installé GitHub Copilot. Ça m'a fait gagner du temps de production et j'ai licencié personne. Au contraire, j'ai continué à grandir. Donc, je pense qu'en fait, c'est la somme des entreprises qui vont décider ce qu'elles font de ces gains de productivité. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir quand même des bouleversements très importants. Si on prend un peu de recul au niveau des métiers, il est certain qu'il y a des tas de métiers qui vont évoluer. Et puis, il va y avoir des nouveaux métiers. Il y a une étude intéressante qui montre qu'aujourd'hui, il y a plus de 80% des métiers qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas en 1940. Je veux dire, en 1940, personne n'aurait imaginé qu'il y aurait des community managers, qu'il y aurait des développeurs. Voilà. Donc, il faut aussi se dire qu'il y a des métiers qui ont développé et puis il y a peut-être des métiers qui vont évoluer. Je pense que tous les services qui sont très codifiés, je pense par exemple au domaine de la traduction ou au domaine par exemple des bureaux d'études, c'est des services qui vont être radicalement modifiés. Alors, c'est intéressant de noter qu'aujourd'hui, tout ce qui est très codifié, c'est des choses qu'on a historiquement beaucoup outsourcées. Et donc je me dis c'est aussi une opportunité pour ramener de la valeur ajoutée dans notre pays. Et donc peut-être que ce qu'on a outsourcé beaucoup historiquement, c'est aussi sans doute des choses qu'on va ramener en France. Donc ça peut être paradoxal, peut-être que ça va nous amener à recréer l'emploi aussi en France. Donc je pense qu'il faut être très prudent là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut, et on va sans doute revenir dessus, mais il faut se former. Parce que comme Gilles l'a rappelé, là où en fait la bureautique et Internet, ça a mis plus de 20 ans à être installé dans les entreprises. Aujourd'hui, si je schématise, les tuyaux ils sont en place. Et donc ça va aller beaucoup plus vite.
Et donc, il faut se préparer à une évolution plus rapide. Vas-y, Isabelle. Oui, je voulais réagir, alors pas sur la productivité qui est absolument pas mon domaine, mais justement sur la transformation des métiers et sur l'importance d'accompagner l'ensemble de la population à l'acceptation de ça. En fait, l'IA, ça n'est jamais qu'une énième technologie qui va transformer le quotidien, transformer les emplois, etc. À chaque fois, il y a eu des pour, des contre, etc. Peut-être qu'ici, il y a un facteur vitesse, où ça va beaucoup plus vite, ça pénètre beaucoup plus vite. Et on a une obligation, je pense, tous, nous qui sommes là, et puis aussi les pouvoirs publics, d'accompagner les gens de manière à ce que ce soit acceptable et à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait, l'outil peut être utilisé pour remplacer des tâches répétitives, etc. et qu'on puisse remplacer ça par des tâches à valeur cognitive plus importante pour les êtres humains. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge globalement au niveau de la société pour ne pas avoir de fracture, d'amplifier la fracture numérique qu'on constate déjà. Super. Je suis entrepreneur là, moi, donc j'ai mes données là. Qu'est-ce que j'en fais? Je les partage. Comment je les processe avec cette IA générative? Est-ce qu'il y a du danger? Au contraire, non. C'est plein de valeurs ce qu'on vient d'évoquer. Comment je fais? Qui veut répondre à cette question-là? Donc, moi, je suis toujours circonspect quand on parle des données. C'est-à-dire que vraiment, ce qui me parle, c'est de partir de cas d'usage, de problématiques à craquer. Et il y a rien les données, c'est pas comme un ingrédient de base dont on fait un sachet qu'on met dans de l'eau et ça fait tout de suite une bonne soupe. C'est vraiment les cas d'usage qui permettent de faire ce genre de choses. La problématique étant que parfois, on peut avoir des cas d'usage qui sont très surprenants et qui remettent vraiment en cause le workflow traditionnel de production de valeur au sein des entreprises. Mais essayer de se dire, je pars de la donnée, ça me semble être pas forcément l'approche à privilégier, sauf si on est un cas général. C'est-à-dire on a tellement de données, on est un Google que tout est possible de faire. Mais malheureusement, ces cas en France, en tout cas, ne sont pas les plus communs. Mais justement, on va produire soit des œuvres, si je prends donc de la génération artistique, soit donc d'autres données donc derrière. Est-ce qu'il y a des sujets à appréhender sur qui est propriétaire de cette donnée-là, comment on la partage, etc. Est-ce que c'est un sujet à appréhender quand moi je suis entrepreneur et que je veux me lancer dans l'IA générative? Sur ce sujet qui, je pense, va faire beaucoup de débats, je voulais rebondir sur ce que disait Gilles. En tant qu'entrepreneur, je pense déjà que c'est une opportunité incroyable pour imaginer des nouveaux services. Il y a une étude qui vient de sortir de Anderson Horowitz qui montre qu'aujourd'hui, sur les applications GenAI, 80% de ce qui est créé, c'est des nouveaux services qui n'existaient pas avant. Et donc pour moi, c'est génial. C'est-à-dire que c'est une opportunité pour vraiment créer des nouvelles choses. C'est un nouvel outil, c'est des instruments qu'on va utiliser pour faire des nouvelles choses. Je pense que la clé, le conseil qu'on peut donner, c'est d'essayer de créer de la différenciation. Aujourd'hui, on voit toutes ces applications qui émergent, elles arrivent très très vite à grossir, à engranger des revenus, mais il y a un gros problème de rétention. Parce qu'en fait, elle ne crée pas de différenciation. Donc comment est-ce qu'on peut réussir à vraiment créer de la différence? Parce que fondamentalement, elles utilisent, on l'a vu, il y a 10 modèles fondamentaux. Comment est-ce que j'arrive en utilisant, et tout le monde tape dans les mêmes API, donc comment est-ce que j'arrive à créer de la différenciation, à créer des nouveaux produits? Et donc là, je pense qu'il y a un effort à mettre sur la différenciation en termes d'usage et aussi sans doute de la différenciation technologique pour créer des barrières à l'entrée. En tant qu'entrepreneur, c'est ce qu'on essaie de faire. Et voilà, je pense que ça fait partie des questions qu'il faudra se poser en tant qu'entrepreneur. D'autres réactions par rapport à... Par rapport à la donnée, alors je sais pas, par rapport à ce que dit Vincent, je pourrais en parler, mais peut-être par rapport à la donnée, je pense que les méthodes d'AI générative, au-delà de la génération de créatifs qu'elles peuvent faire, elles sont aussi capables de gérer des données non structurées. Donc, je ne suis pas complètement d'accord avec toi, Gilles, sur le fait que c'est sur cette histoire de soupe. Je pense qu'une des choses que proposent les modèles de langage, c'est qu'ils arrivent à gérer des données qu'on n'a pas très bien traitées. Donc ça peut traiter un peu tout seul. Ça peut aller chercher, ça peut aller faire de l'analytics sans trop de travail. On peut demander à des gens qui sont peu techniques de faire de l'analytics, si tant est qu'on met les bons outils sur l'IA générative. Donc ça, c'est une des choses. Ça réduit quand même la valeur ajoutée du data scientist, étant donné la puissance que ça a dans l'exploration des data lakes peu structurés. Je pense que ça, c'est à prendre en compte, je pense, dans tous les départements d'analytics des entreprises.
Justement, on a les métiers des data scientists, on a les data analytics. Donc, effectivement, comment ces compétences vont évoluer? Qu'est-ce qui va changer votre vision sur ces équipes au service de l'usage? Est-ce qu'effectivement, il y a des métiers plus ou moins qui vont évoluer face à ces nouvelles technologies? Je pense que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais me semble-t-il, le data scientist est quand même, s'il ne se reforme pas sur ces compétences-là, les méthodologies traditionnelles qui ont existé au cours des 10-15 dernières années sont quand même très largement rebattues. Puisque la notion de recherche, de corrélation, tout ce travail-là est quand même très largement automatisé et l'intuition peut être en partie transférée à la machine, ce qui est quelque chose d'assez nouveau. Moi, j'ai vu des gens se battre pendant vraiment mettre beaucoup d'énergie, notamment dans le domaine de l'épidémiologie, pour rapprocher des données. Ça, c'était il y a 7-8 ans. Et on ne ferait plus du tout pareil aujourd'hui. Les méthodologies seraient complètement bouleversées. Et ça, je pense que ça nous ramène à une problématique qui est assez propre au monde de l'Internet, c'est que le cycle de maturité de compétences est quand même assez court et a plutôt tendance à se réduire. Ouais, pour rebondir là-dessus, alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que des cas d'usage. Donc nous, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Hein. On va faire par exemple du scoring dans une compagnie d'assurance pour savoir quelle est la probabilité que quelqu'un s'en aille. Donc ça s'appelle ça du churn. Il y a 3-4 ans, c'était un projet qui durait 3 mois. Où il fallait récupérer toute la base de données, la labelliser, identifier les gens qui étaient déjà partis, entraîner un moteur sur la base de signaux faibles, comme par exemple la navigation sur Internet, pour savoir quelles étaient les potentielles explications qu'une personne quitte ou pas l'entreprise. Aujourd'hui, ces projets-là, ils mettent plutôt 4 à 5 semaines avec l'IA générative. Donc en gros, on a gagné quand même un facteur 3 ou 4 dans le temps de développement de ces applications. Alors l'IA générative n'est pas toujours le meilleur, mais ce qui est sûr, c'est 4 à 5 fois plus vite pour faire des applications qui existaient auparavant. Donc moi, à mon avis, c'est que ça va quand même multiplier énormément les usages. Dans les grandes entreprises, il y avait peut-être 20 produits autour de l'IA. Demain, il y en aura une centaine, voire des milliers. Et ça va, à mon sens, démocratiser encore plus le travail du data scientist. C'était un travail qui était réservé à une élite il y a encore quelques années. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus accessible. Et c'est clairement dans le sens de l'histoire, on va vers des choses où il y a moins besoin de coder, il y a moins besoin d'être un grand mathématicien. Alors après, il faut encore des grands mathématiciens. Je pense qu'Arthur est un brillant représentant. Il faut encore des grands mathématiciens pour aller construire ces modèles. Mais de plus en plus, le sens de l'histoire, c'est d'aller les rendre accessibles, et tant mieux, à un plus grand nombre de gens. Oui, l'image, je suis là. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Je pense que... C'est pas les grands mathématiciens. Sur l'aspect data scientist, effectivement, cette partie-là, elle est de plus en plus commoditisée par les modèles de langage. Je pense qu'il y a quand même 2 endroits où il y a beaucoup de choses à construire, et je rejoins complètement Vincent là-dessus. Il y a l'interface, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore interfacer les modèles de langage avec les humains de manière optimale. Enfin, le chat, c'est une première approximation, mais il y a beaucoup de choses à faire qui sont probablement plus intéressantes que le chat. Donc ça veut dire que c'est un endroit où il faut bâtir de la compétence. Et l'autre partie, c'est un peu la partie que nous on fait, mais il n'y a pas beaucoup de gens dessus, et il n'y a pas besoin de beaucoup de gens dessus en vérité. C'est la partie infrastructure, c'est-à-dire comment bien utiliser les GPU pour entraîner des modèles qui sont très coûteux, comment bien entraîner, comment bien servir. Mais cette partie-là, en fait, comme il y a peu d'acteurs, il y a aussi peu d'opportunités, je pense. Donc vraiment, le data scientist doit un petit peu changer d'angle d'attaque, là, je pense. Toujours pour rester dans les compétences, on voit bien que, en tout cas, je vous donne l'exemple que nous on a sur les développeurs. On voit que nos développeurs experts, ça les développe très vite et on a les gains de productivité que tu évoques. Les juniors, on va dire que c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut appréhender les outils et des fois l'outil vous amène. Est-ce qu'on n'a pas un sujet de formation, de changement de formation? On voit bien que c'est un sujet qui impacte ce sujet-là. Peut-être Isabelle, si tu as un avis autour de... Alors, il y a énormément d'évolutions dans les formations aujourd'hui, autour de ces sujets-là, sur d'autres aussi, mais sur celui qui nous occupe aujourd'hui. D'abord, les formations des spécialistes, bien évidemment, avec des nouvelles compétences et tous ces nouveaux outils, mais aussi, surtout,
des formations pour les non-spécialistes, c'est-à-dire une double compétence qu'on amène dans des tas d'autres métiers, puisqu'aujourd'hui, il va y avoir une percolation de l'utilisation de ces modèles qu'il faut quand même savoir un peu, de quoi on parle. C'est-à-dire qu'il faut être capable de savoir que ce n'est pas une science exacte, de comprendre pourquoi par moment ça peut halluciner ou autre chose. Et donc il y a vraiment des formations qui sont en train de se mettre en place pour apporter la compétence compréhension de l'IA à un économiste ou à quelqu'un qui va devoir faire des analyses de données, mais aussi par exemple aux internes des hôpitaux. Parce qu'ils vont être confrontés en dermatologie ou en radiologie, à des outils qui leur proposent un pré-diagnostic, qui leur donnent une aide au diagnostic, mais il faut qu'ils soient capables de challenger ces opportunités et de prendre une décision éclairée en sachant quelles sont les limites de l'outil et dans quel contexte il a pris sa décision. Et donc il y a toute une revisite des formations qui est en cours pour les formations initiales et puis alors pour les formations continues, bien entendu. Il me semble qu'il y a deux aspects. Il y a ce que vient de dire Isabelle, c'est-à-dire les expertises et notamment les expertises métiers qui sont évidemment très importantes. Puis il y a quelque chose que moi j'avais vu à l'époque. Je peux raconter une anecdote que je raconte presque à chaque conférence, donc ça devient un peu lassant pour ceux qui m'ont déjà vu parler. Mais en 2016, Lee Sedol se fait battre par AlphaGo au jeu de Go. Et 3 semaines plus tard, le champion chinois se fait battre également. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les Chinois le vivent comme une forme de haha moment ou de traumatisme. C'est vraiment, tout le monde en parle, les médias en parlent, et c'est extrêmement présent. Et puis, 1 an plus tard, Xi Jinping annonce le grand plan chinois pour l'intelligence artificielle, qui est vraiment un plan extrêmement massif. Et voilà. Alors moi, j'ai eu, à l'époque, je donnais des cours dans une école à Pékin. Et je parlais avec mon chauffeur de taxi. Et mon chauffeur de taxi, ah oui, bien sûr, je vois que vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, mais vous savez, quand le Xi Jinping a dit, bon, il faut que tout le monde se mette à l'IA, il a dit, voilà, toutes les professions doivent s'intéresser, et les chauffeurs de taxi doivent s'intéresser à l'IA. Et il m'a dit, ben voilà, nous, on a un petit livre qui s'appelle l'IA pour les chauffeurs de taxi. Et alors, quelque part, on peut se dire, ok, c'est un peu exagéré, c'est une caricature, mais je pense que le vrai sujet, c'est qu'on est encore dans la phase de conviction. C'est-à-dire le fait de dire, bah ouais, c'est super et c'est vraiment bien, etc. Donc, si on veut faire en sorte que les gens s'intéressent, les boulangers, les plombiers, je ne sais qui, enfin toutes les professions de métier s'intéressent à ça, il faut quand même qu'il y ait une culture commune qui se crée à cet égard. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai passé 3 semaines à donner des cours à Tsinghua, c'est que dans tous les départements, il y avait la conversation qui venait sur l'IA. Ce n'était pas uniquement dans le computer science que c'était là. D'ailleurs, moi, j'étais dans les cours d'affaires publiques, donc a priori assez loin de ça. Et pourtant, c'était au cœur de la conversation. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on doit encore faire ici. Évidemment, cet événement participe à sa mesure à faire éclore cette idée. Alors si je peux rebondir avec mon histoire favorite, je pense que c'est fondamentalement vrai, et c'est vrai dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que tous les enfants ont quelques éléments de géographie, quelques éléments de physique. Ils savent tous que si on lâche un objet, il tombe. Ils savent tous qu'il ne faut pas boire de l'acide ou des choses comme ça. On n'éduque pas les jeunes à avoir un esprit critique et à comprendre ce qu'ils manipulent quand ils manipulent des objets numériques. On n'a pas une éducation en France, en mathématiques au moins, qui donne une bonne notion de ce que c'est que les statistiques, la probabilité, etc. Et ça, ce sont des notions qui sont nécessaires pour appréhender ces outils sans en avoir peur, simplement parce qu'on sait ce que c'est, on en connaît les limites, on sait d'où ils viennent. Et puis, encore une fois, à les manipuler avec un esprit critique. L'important aujourd'hui, c'est pas que ChatGPT puisse faire la dissertation d'un enfant. C'est que l'adolescent, une dissertation. C'est que l'adolescent soit capable de regarder le résultat, de le juger, de trouver ce qui est correct ou pas, et puis éventuellement de le modifier ou de le faire refaire. C'est de développer l'esprit critique dans l'enseignement. Je pense qu'un bon exemple là-dessus, c'est que... alors bon, je ne connais pas très bien les études, mais il me semble que sur les copilotes pour le code, c'est des choses qui bénéficient beaucoup plus à des bons développeurs qu'à des mauvais développeurs. Donc c'est important d'être compétent sans l'assistant pour pouvoir bénéficier de la puissance de l'assistant.
Alors peut-être pour ajouter quelque chose aussi sur l'aspect éducation, les modèles de langage, c'est des très bons potentiels profs personnalisés, quoi. Parce que ça arrive à générer des questions à partir d'un corpus que l'élève doit retenir. Ça peut identifier les failles. Donc je pense qu'il y a énormément d'opportunités aussi dans l'accélération de l'éducation, l'amélioration de l'éducation en mathématiques en particulier, mais avec les modèles de langage actuels, si tant est qu'on en fait des bonnes interfaces et des bonnes applications. Alors, je voudrais bien que ce soit vrai, ce qu'a dit Arthur. Alors effectivement, pour les développeurs, il y a ça. En revanche, il y a pas mal d'études qui montrent qu'aujourd'hui, les gens qui bénéficient le plus sur les tâches, il y a eu notamment une étude, je crois que c'est Stanford et une du MIT qui a montré ça, que les gens qui bénéficiaient le plus de ces outils, c'était plutôt au contraire les gens qui étaient soit débutants dans leurs tâches, soit qui étaient les moins bons. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui va être un défi. C'est le défi de la motivation. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand on démarre un job ou quand on est moins bon dans une tâche, l'IA nous met à niveau. Et il y a une énorme standardisation. C'est-à-dire que les écarts se réduisent énormément. On prend n'importe quelle tâche, le meilleur devient un petit peu meilleur, mais pas vraiment meilleur, et le moins bon devient vraiment beaucoup moins bon, voire au niveau du meilleur. Et je pense, alors nous, on réfléchit dessus, mais on n'a pas forcément la réponse. Hein, c'est de se dire, déjà, comment est-ce qu'on continue à motiver les jeunes, et pour éviter le syndrome du un peu à quoi bon. C'est de se dire, en fait, à quoi bon étudier quelque part, parce que c'est que si plus on modifie la réponse, moins la performance est bonne. Donc je voudrais vraiment qu'on travaille sur éviter le à quoi bon. Et il y a aussi un défi pour les plus seniors qui vont se dire, pareil, à quoi bon, parce qu'en fait, je vais me faire rattraper par les plus jeunes. Et de manière générale, comme ça réduit les écarts, on est quand même une société qui est basée sur la logique de la méritocratie. Comment est-ce qu'on arrive à motiver les gens pour se dépasser? Donc je pense que ça va être un défi. Un deuxième défi de cette standardisation, c'est l'intelligence collective. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que dans une séance de brainstorming, ce qui fait la richesse de la séance, c'est la différence des opinions. Et en fait, on se rend compte aussi qu'un groupe de travail sans cet outil est beaucoup plus créatif, donc collectivement, qu'un groupe de travail sans cet outil. Et donc, je pense qu'il va falloir travailler sur ces débats un peu de fond, de dire ok, comment est-ce qu'on maintient l'intelligence collective, comment est-ce qu'on arrive à animer des populations de juniors, de seniors, avec cet outil qui a tendance à gommer complètement tout. Et je pense que c'est un peu que cet outil, c'est toujours le même. L'aspect ChatGPT en particulier, c'est des qui sont très alignés sur un ton éditorial qui est assez constant, qui va dire un peu toujours les mêmes choses et qui va montrer un peu de diversité dans son approche. Et je pense qu'une des opportunités, c'est de construire des modèles qui ont un peu plus de personnalité et qui, un peu plus de théorie de l'esprit, vont se déployer dans des personnalités suivant la manière dont ils échangent avec les humains. Pas du tout encore là, et je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à faire dans ce domaine. Bon, c'est très intéressant. On voit que la coopération entre l'IA et l'humain qu'à son début, et que c'est un vrai challenge. Moi, on est là, la journée des entrepreneurs. Une question au débeauté, là. Donc, moi, je suis entrepreneur aujourd'hui. On voit que c'est une super opportunité. On a partagé qu'il n'y a finalement pas beaucoup de peur, si ce n'est que des vraies inspirations vers plus de formation, vers des changements. Donc, qu'est-ce que je dois faire, moi l'entrepreneur, aujourd'hui dans mon entreprise pour s'emparer de cette innovation, de ce changement? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Pour l'instant, des applicatifs spécialisés et puis de faire des workshops autour de ça. Voilà, il se trouve que j'ai participé à ce truc-là dans l'entreprise d'un qui fabrique des porte-fenêtres il n'y a pas très longtemps. Et donc il y a tous les métiers qui passent sur du marketing, aux ventes, au process de production, etc. Et donc voilà, l'idée c'est de sélectionner par équipe une dizaine d'applicatifs potentiels et puis de regarder si ça se met en œuvre au travers d'un workshop. En tout cas, en termes de rapport coût-efficacité, je vois difficilement mieux parce que l'autre solution fait appel à Accenture, mais c'est une autre histoire. Ouais, alors je pense que le maître mot, c'est l'optimisme. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est pas forcément réservé aux multinationales. Même si je suis une PME, une ETI, j'ai des gains à trouver et des gains financiers, mais aussi
citer la vie des collaborateurs. Enfin, il y a plein d'exemples, à peu près, comme je le disais, dans tous les domaines. Donc ça, c'est hyper important. Le deuxième mot, c'est l'expérimentation. Laboratoire. Il faut tester des choses. Et puis, je crois que c'est Andrew Ng qui a dit ça, il faut lancer des cas d'usage et regarder ce qui colle au mur. C'est vraiment la philosophie. On en a eu au début de l'histoire. Donc, quelque part, il y a un coup à gagner à être le premier à lancer. Voilà. Et le troisième, rejoint complètement Isabelle, la notion critique. Il faut garder, en fait, on va être de plus en plus abreuvé par du contenu qui va être. Il faut revenir cet état d'esprit important. Et je pense peut-être pour rajouter à ça, c'est un domaine qui avance très vite, qui est très compétitif. Donc, je sais d'aller ce qui fonctionne pas, ce que les gens veulent. Tester vite, ou qu'il faut évoluer avec des petites équipes pour bouge plus vite que d'habitude. De podcast, une vidéo, quelque chose à donner aux gens qui nous pour dire si vous voulez aller plus loin. Moi, je trouve que c'est aller regarder telle ou telle source. Donc, qui vous paraît pour conclure? Alors moi j'en ai plein, mais je vais laisser les autres. Alors Anderson Horowitz, donc pour comprendre la dynamique. Horowitz. Ouais. Le deuxième, alors moi je lis beaucoup le blog de Stanford sur l'aspect plutôt économétrie, économique, les impacts humains. Voilà, je vais laisser voilà, non scientifique, je pense que c'est celle-là. Ouais. Isabelle? Alors, moi, je vais faire l'inverse de Vincent. Je ne vais pas en donner du tout. Je pense qu'il y a tellement de choses qui se disent qu'il faut justement varier le plus possible les sources en fonction de se rendre compte qui dit quoi et pourquoi. C'est-à-dire que la plupart des points de vue, vaguement évoqué tout à l'heure, par exemple des intérêts américains qui de faire vraiment varier les sources pour sentir la tendance et sentir tout ce qui bouge, parce que ça bouge très très vite, mais avec encore une fois un esprit critique très très affûté. Si je peux ajouter quelque chose, on a la chance d'avoir pas mal d'open source aussi. Je pense Arthur commentera, mais tout est disponible sur les plateformes comme Archive. Moi, je passe beaucoup de temps à lire, notamment alors les équipes de Lama ont beaucoup contribué. Les équipes de Mistral vont sans doute le faire aussi de plus en plus. Et donc, voilà, même si on n'est pas des spécialistes, des érudits, on trouve des choses très intéressantes. Et donc, à mon sens, voilà, utilisons cette capacité de l'open source qui est de publier. Donc ça, on s'instruit beaucoup. Enfin, moi, le truc qui me frappe vraiment, contenu disponible, vraiment très sophistiqué, très élaboré, et qui on peut à peu près trouver tout ce qu'on veut. Etc. Et qui fait presque toutes les 3 semaines, il publie un nouveau cours à cet égard. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus accessible, moi j'avais fait avec un temps, j'avais participé à un truc qui s'appelait Objectif. Alors le problème d'Objectif, maintenant, si vous voulez quelque chose qui est vraiment à jour, vous allez sur Element of AI, c'est une université, je ne sais plus quelle université, une université finlandaise, et ils ont, je crois, où ils sont sur le point de mettre en ligne la nouvelle version qui comprend notamment tous les aspects LLM et autres. Et c'est n'importe qui peut accéder à ça. C'est vraiment les bases de la base. C'est à peu près 11 heures ou 12 heures de pratique, donc c'est quand même facile d'accès. Alors, moi je rejoins Isabelle sur le fait qu'il faut les think tanks américains sont très nombreux et très structurés. Et bon, ils disent des choses qui sont plus ou moins pertinentes et c'est eux qui produisent le plus de contenu. Je pense que le deep learning, alors, globalement, toute la généalogie de cette technologie, elle est relativement compréhensible, même en allant lire ou comprendre les abstracts papiers scientifiques. Je pense que c'est comment ça évolue, saisir un peu et les papiers influents sont assez faciles à trouver. Sur les aspects techniques, il y a plusieurs substacks sur les semi-conducteurs en particulier, qui s'appelle semi-analyse. Ça a des structures qui sont en jeu pour une fois dans cette nouvelle aventure du software. Mais il y a des sources particulièrement grandes. Je sur plateforme d'analyse et A16Z c'en est un. Il y a aussi des choses intéressantes. Mais effectivement. Il nous reste
pour les questions. Dimitri Carpal, j'avais une question entre des personnes qui vont faire des efforts, qui ont l'esprit critique, et d'autres qui risquent de dire ok, bon. Se poser aussi la question notamment qui, par exemple, face à des écrits, enfin, une proposition qu'ils vont faire, l'IA, d'ailleurs, potentiellement, laissant passer un certain nombre. Est-ce qu'il faudrait introduire de l'erreur dans l'IA? Alors, je m'explique. C'est-à-dire que pour de dire attention, il y a une erreur que tu as l'IA, il faudra peut-être dans un avion. L'idée intéressante des meilleurs modèles, tester vraiment leurs interactions avec les humains et illustrer comment ils faire en sorte que mettre des erreurs et réagir des modèles très utiles, en particulier pour les choses en créativité. Donc ça, moi j'améliore. Mais c'est une idée que le sens critique, on peut en garder des machines et il faut largement se méfier de ce qui peut être lu. Aujourd'hui, on a un secteur de l'IA, une entreprise pas intérêt à utiliser et clé en main, plutôt que Cambouis et essayer de se faire dépasser. Et à quel point c'est pratique pour l'entreprise et des moyens dont tu disposes, je pense. Et voilà. Après, étape par étape. Photoroom avec une partie de tuning eux-mêmes. Puis ils ont commencé à construire leur propre stack. Moi, je suis pour une approche très pragmatique, de démarrer très et puis si jamais d'inter. Nous, on est en train de développer 2 offres. On a une offre API, un modèle valide pour faire des POC, de coder en quelques faire des utilisateurs. Question et de déployer les plateformes qu'on propose parce que ça sera plus efficace. Actuel, ça sera beaucoup plus sécurisé. Donc voilà, plusieurs ses propres modèles. C'est ce qu'on propose. Il faut bâtir sur la couche foundationelle et sur les outils proposés jusqu'à éventuellement, si ça devient vraiment très core business, là ça peut être scientifique en IA. Aujourd'hui, peuvent tout faire. Je pense qu'il y a 2 choses différentes. Effectivement, si de l'entreprise de voir avec du no-code quand même là-dessus. Et après, suivant l'architecture et la capacité de calcul de votre modèle, là, effectivement, ce que dit Arthur, totalement, je pense, de mettre ce qu'on appelle des microprocesseurs. C'est ce qui m'impressionne. Vraiment puissant. Vous avez des trucs parfois. Merci pour vous pouvez nous permettre de réduire. Qui a en face là quelque chose c'est constante, plutôt des françaises. Et bien ce que je dis en évoquant la notion de cette fracture, elle s'exprime très. Il y a des pays à fort PIB,